Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc des cours de Wicca. On est toujours à la leçon 2, chapitre... alors cette fois-ci nous sommes au chapitre... j'ai un petit trou de mémoire... au chapitre 6 qui est une introduction à la sorcellerie. Voilà. Ce chapitre-là, en fait, essentiellement pour vous donner un début d'idée de ce qu'est la sorcellerie, puisque celle-ci sera elle sera abordée plus profondément à partir de la leçon 11. Donc voilà, qui aura vraiment accès, centré essentiellement sur la sorcellerie. Donc là, on va juste jeter un petit coup d'œil sur cette pratique et sur les bases de cette pratique magique. La lune est, depuis des siècles, et voire peut-être même des millénaires, oui, des millénaires, on pourrait dire ça, associée à la sorcellerie. Mes souvenirs remontent à Hécate, mais il me semble que c'est bien plus vieux que la Grèce antique. Beaucoup de gens se posent la question pourquoi. Pourquoi la lune est liée à la sorcellerie alors que le soleil est souvent lié à la religion, enfin quelque chose du moins de visible. En réalité, beaucoup de théories proposent des solutions qui sont plus ou moins intéressantes. Selon moi, je pense que c'est le fait aussi que l'homme a remarqué que la lune agit d'une façon invisible sur beaucoup de choses. Les hommes ont découvert que la lune avait un lien très étroit avec par exemple l'eau, les marées, rien que le principe des marées, sur le fait des plantes, le fait que ça pousse, etc. Ils ont découvert un lien qui n'est pas logique, on va dire, qui n'est pas physique, visible, entre cet astre-là qui est très haut dans le ciel et ce qu'il y a sur Terre. Et de ce fait, ce mystère, ce secret-là, caché, était quelque chose, caché de la vue, donc occulte, était quelque chose de fascinant. Et donc, on a toujours lié la lune et les déesses lunaires à la magie et à la sorcellerie. Il ne faut pas oublier que la Lune a beaucoup d'influence sur la Terre, réellement, physiquement. On va parler de physique, les marées, comme je vous ai expliqué, la croissance des arbres, le déplacement même des animaux qui se repèrent à la Lune, les naissances. Bizarrement, lors des pleines lunes, c'est où il y a le taux de naissance le plus élevé. Voilà, il y a beaucoup de liens physiques avec la Lune. Et la Lune agit aussi sur la magie et sur la sorcellerie. On reprend juste les définitions. La magie est un acte des rituels qui n'ont aucun lien avec la religiosité et qui est en fait le principe même de je veux ça, je jette un sort pour avoir ça. Par exemple, être riche, être beau, être intelligent, enfin peu importe. La sorcellerie, elle, est plus complexe. La sorcellerie est une religion, une philosophie de vie, si vous voulez utiliser ce terme-là, mais est un acte sacré d'un culte à mystère, souvent le cas. Donc, le mot sorcellerie, c'est vraiment lié à la religiosité et le mot magie à la magie, à proprement parler. C'est un peu semblable au vaudou avec le vaudou et le houdou. Le vaudou étant le culte, comme la sorcellerie étant le culte, et le houdou est comme la magie, quelque chose qui est plutôt de l'ordre du vouloir et du avoir. Donc face à cette différence, il est important de comprendre ça. La lune est une partie intégrante de la sorcellerie et de la magie. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas renier. C'est comme ça. Donc la lune, pourquoi je parle énormément de lune? Parce qu'elle va être le sujet central de votre culte, surtout dans la Wicca. La déesse mère, notre déesse représente la lune, donc est symbolisée par la lune, c'est plutôt dans ce sens-là, et donc de ce fait, ça va être très présent. Il faut comprendre que au niveau de la lune, on distingue précisément deux phases principales. La première phase est appelée phase montante, qui commence de la lune noire ou nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Et la seconde phase est la phase qu'on appelle descendante, qui commence de la pleine lune
à la nouvelle lune. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, la lune a vraiment cet effet de monter et descendre, on le voit très bien. Et cette phase, ces deux phases-là sont importantes à comprendre en magie. Premièrement, puisque c'est essentiellement une grande partie, ces deux phases-là avec laquelle vous allez travailler énormément dans votre pratique magique. Donc, quand vous voyez la lune dans le ciel et qu'elle est à moitié pleine, cela signifie que vous allez commencer à entrer que vous êtes soit dans une phase montante, soit dans une phase descendante. Comment reconnaître ces deux phases? En fait, il y a une technique qui fonctionne chez les Français. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne dans les pays anglophones ou les autres pays, mais en tout cas, c'est une particularité en France. C'est le fait de voir la lune. En fait, la lune, quand elle est présente à moitié, vous n'avez qu'à visualiser une ligne coupant en fait la lune en deux. Et quand vous voyez ça, vous allez voir. Vous allez en fait tout simplement considérer si la lune représente donc dans cette forme une lettre P ou une lettre D en minuscule. Si ça forme une lettre P, ça signifie que c'est la première phase lunaire, donc la phase montante. Et si ça représente un D minuscule, cela représente une phase descendante. Alors, je vais vous montrer la phase premier quartier, donc c'est le premier quartier, donc la phase montante, et le dernier quartier, vous voyez, la lettre D, le chiffre D, enfin la lettre D, pardon, et donc dernier quartier, donc phase descendante. Cette technique est vraiment très pratique, il faut l'avouer. Ça, des fois, on se pose la question, on est à quelle date, etc., etc. Donc on s'embrouille, donc il faut mieux utiliser cette forme-là, enfin cette technique-là quand on l'a devant les yeux. Donc ça permet de nous aider. Donc voilà. Pourquoi s'intéressons-nous à la montée et à la descente de la Lune? En fait, en magie, donc pas sorcellerie mais en magie, la phase de la Lune influence aussi nos rituels. Je donne un exemple simple. Lorsque nous faisons un rituel pour construire, améliorer quelque chose, grandir quelque chose, faire pousser quelque chose, nous réalisons ce rituel dans la phase montante de la lune, donc entre la nouvelle lune et la pleine lune, tout simplement. Cette période-là est vraiment très importante puisque c'est une phase où la lune se remplit et donc toutes les énergies sont dans l'énergie d'augmenter, d'améliorer. De la phase donc de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, donc en phase descendante, nous utilisons plutôt pour les rituels qui sont en lien avec les rituels et les formules, les prières même, qui sont en lien avec tout ce qui est supprimer, annihiler, réduire, calmer. Vraiment dans cette optique d'apporter calme, réduire, surtout on essaye d'enlever en somme, puisque la lune petit à petit se vide et donc ces énergies se vident. C'est les deux phases vraiment qu'on utilise essentiellement en magie, en plus des correspondances planétaires mais par rapport au jour, mais c'est vraiment très important de comprendre ça. Donc les rituels qui sont les sorts d'amour, de succès, de protection, de santé afin d'augmenter ceci, c'est vraiment lune montante. Alors que les sorts les sorts d'élimination, d'extermination, c'est très présent, mais le fait de ralentir un ennemi, de purification aussi, parce que la purification c'est nettoyer quelque chose, se fait en phase descendante. Donc c'est important de comprendre cette correspondance primitive, on va utiliser ce terme, puisque c'était les premiers ressentis, les premiers actes de sorcellerie par les premières sorcières avant qu'elles découvrent l'astrologie donc tout ce qui est, tout ce que Papus a mis en avant et même les clavicules de Salomon, les principes planétaires, etc., etc. Donc c'est important de comprendre cela et cette compréhension permettra de voir un petit peu plus facilement dans les rituels. Lorsqu'un rituel demande de réaliser telle chose, par exemple d'amour,
c'est idéalement pour attirer l'amour, phase montante, donc vous choisissez le moment, et un vendredi, puisque vendredi est lié à Vénus et c'est la planète de l'amour. Donc voilà, c'est vraiment très important de comprendre cela. C'est vraiment important. Après, cela dépend du rituel, ça dépend comment vous allez tourner celui-ci. Donc le choix se fait personnellement, quoi. Donc le principe même de cette correspondance primitive des phases lunaires, en fait les phases montantes pour augmenter, les phases descendantes pour diminuer, en fait est une principe de base de magie qui est très connu, c'est la magie sympathique, ou on l'appelle aussi magie par résonance ou magie des similitudes. L'idée principale est que en imitant une chose, on acquiert l'essence de cette chose. Ça fait partie de la base même de la Wicca. Le dieu cornu se présente dans le grand prêtre, et le grand prêtre, pour avoir cette énergie du cornu, porte des cornes. Parce que c'est le symbole du dieu, donc automatiquement il devient le dieu. C'est vraiment très particulier comme type de magie, mais c'est très important. On recherche la force du tigre, on porte sur soi une image du tigre. On cherche la douceur et le calme du lait, par exemple. On boit énormément de lait. La noix, cette énergie qui dégage, qui est liée au cerveau, puisqu'il ressemble à un cerveau. Une noix, quand on la casse, elle ressemble à un cerveau. C'est ça la magie sympathique. Elle est présente partout et elle fait partie même des principes de base de certaines médecines vraiment très particulières. Donc c'est une notion qu'il faut retenir, cette magie sympathique. C'est en acquérant, c'est en imitant une chose que l'on acquiert son énergie, son pouvoir, sa puissance, son essence. C'est en imitant le loup qu'on peut avoir son courage. Enfin, c'est vraiment très particulier. Donc, c'est bien de comprendre cela, parce que ça fait vraiment partie de 99% de la magie en Wicca, mais il faut le connaître. Et c'est ça, il faut le détecter. Alors c'est comme ça qu'on peut voir quand on reçoit certains livres qu'il y a des sorts et envoûtements dedans, si ceux-ci marchent ou pas, s'ils suivent le principe de sympathique ou pas. Donc rien qu'avec cette règle, on peut éliminer pas mal de rituels soi-disant magiques. Donc il y a plusieurs choses à connaître aussi en base. En plus de la magie sympathique et donc des phases lunaires, il y a une chose qui est importante à comprendre en magie. J'entends beaucoup dire que pour réaliser un sort, il faut être calme, serein, faire le vide. C'est faux. Le principe même d'une magie, d'un sortilège, d'un envoûtement, c'est l'émotion. C'est la volonté. Il faut avoir une volonté de faire. Cela fait partie de la pyramide des sorcières. C'est une règle importante, très importante. Une volonté de faire, une émotion pure. C'est vraiment important d'utiliser cette émotion-là. Je donne l'exemple, vous faites un rituel de purification, de bénédiction d'une personne ou d'un foyer ou d'une maison. Si vous n'avez pas cette envie réelle, cette émotion puissante de protection et de purification, de bénédiction, jamais jamais le rituel fonctionnera. C'est pour ça que les rituels de haine, de colère, les malédictions sont plus faciles à réaliser, puisque ce sont des émotions très fortes, très faciles à avoir, et lors de ces rituels, on ne se contrôle pas. Donc c'est pour ça que il y a cette volonté d'utiliser cette énergie qui est l'émotion. L'émotion permet de dégager du pouvoir. Alors, cela explique aussi le principe même des rituels. Un envoûtement, un charme ou un rituel sera beaucoup plus puissant si c'est vous qui le réalisez que si c'est quelqu'un d'autre.
pour la simple et unique raison, c'est que vous êtes le générateur émotionnel et pas l'autre. Des sorcières et sorciers expérimentés vous utiliseront en fait en batterie lors de vos rituels pour réaliser un rituel pour vous. Donc généralement c'est soit il le fait avec vous, il vous demande de le faire, mais généralement on vous bande les yeux ou autre, soit vous êtes dans une pièce à côté, mais dans un principe de transfert d'énergie particulière. Enfin bref, ça c'est des techniques à chaque tradition. Mais il est important que l'émotion soit là, et sans émotion le rituel ne marchera pas. Cette émotion produit donc du pouvoir et ce pouvoir en fait permet de réaliser le rituel. Dans la Wicca, le mot pouvoir est le terme que nous utilisons souvent pour parler d'énergie, du ki, du mana, du prana, du chi, du ka, enfin peu importe comment vous l'appelez. Dans la Wicca, on appelle ça le pouvoir. Le pouvoir est latent dans nos corps, c'est Gardner qui disait ça dans son livre des ombres, donc ça veut tout dire. Le pouvoir, en fait, c'est l'énergie donc de la sorcière, l'énergie vitale que nous utilisons et que nous manipulons pour réaliser des rituels. Donc, l'émotion est une batterie de pouvoir très puissant, et cette émotion produit donc le pouvoir des sorcières, ce pouvoir qui est contrôlable, modifiable, utilisable pour nos rites. C'est pour ça que nous demandons aux gens d'avoir cette émotion là lors de rituels. Donc l'émotion entraîne automatiquement une énergie, un pouvoir, et il existe des multiples façons de produire et amplifier ce pouvoir. On appelle ça les 8 voies qui mènent au centre. En fait, c'est un peu plus de 8 techniques parce qu'il en existe pas mal, mais les 8 voies sont les plus utilisées en magie car plus pratiques. Dans ces 8 voies, il y a le chant, la danse, vous avez aussi les formules rimées, donc dans les pays anglophones ça se fait beaucoup. Vous avez aussi le contrôle du souffle, le contrôle du sang, et aussi celui qui est le plus mal vu, on va utiliser ce terme-là, la douleur, le sexe. Mais bon, ça c'est des notions qui sont très largement discutées dans beaucoup de coven ou même chez les éclectiques. Donc c'est vraiment un thème qui est très peu abordé. Donc nous allons voir ça précisément en détail dans la leçon 9. Donc c'est vraiment pour vous expliquer que ça existe en premier temps, c'est une introduction et de fait que vous comprenez un petit peu mieux ce principe-là. Traditionnellement, il est bien de jeûner avant un rituel, ou du moins d'éviter tout ce qui est alcool, tabac, coca, bon, ça c'est pour moi c'est très difficile, des gros rituels je précise, tout ce qui est tout ce qui est en fait excitant et sucré. Essentiellement il est bien de boire que de l'eau et manger des choses très simples, très naturelles. Si la possibilité médicale ou autre que vous pouvez pas, par exemple vous passez de sucre, c'est possible, vous devez jeûner au minimum 3 heures avant de faire n'importe quel rituel. Donc aussi les activités sexuelles doivent être bloquées. Alors ça c'est une obligation, c'est même pas une comment dirons-nous, une hypothétique, voilà, c'est vraiment une obligation pendant au minimum une semaine avant le rituel, afin que votre corps se charge de votre propre énergie. C'est vraiment très important. Le fait d'éviter tout ça, ça vous prépare déjà en vous disant à votre cerveau, tu rentres en phase, dans un état, tu rentres dans un acte magique, et donc de ce fait tu prends le temps pour toi, et donc le cerveau en fait analyse ça comme étant vraiment une énergie particulière et un moment particulier de votre esprit. Donc c'est vraiment important de comprendre cela.
Donc avant le rituel, il est important donc c'est de se purifier. Alors tout ça, vous vous dites, mais pourquoi il faut faire tout ça? En fait, ça fait partie même d'une des bases de magie, c'est la purification du corps et de l'esprit. Le jeûne, ou du moins la limitation alimentaire, vous permet de vous purifier du corps et de l'esprit. En gros, l'esprit se prépare à avoir un acte de magie. Suite à ça, avant le rituel, il faut vous purifier. Donc un bain d'eau salée, c'est le plus facile et le plus rapide. Ou bien si vous n'avez pas une baignoire, une douche dans laquelle vous prenez un gant de toilette, ou à l'intérieur vous mettez du gros sel, de la sauge et de la lavande, et vous mettez le pommeau de douche à l'intérieur et vous frottez votre corps pendant que vous lavez. Le bain de purification ne sert pas à se laver, mais à éliminer les ondes négatives qu'on a sur soi, de nous purifier tout simplement de corps et d'esprit, puisqu'en même temps nous méditons dans notre baignoire ou sous notre douche afin de se préparer au rituel que l'on va faire. Lorsqu'on rentre dans le bain ou dans la douche, on doit visualiser vraiment cette énergie noire, généralement c'est une énergie sombre noire qui est sur nous, qui part et qui nous fait ressortir lumineux et voir cette énergie se faire absorber par le tuyau, en fait l'égout, en dessous. Donc de ce fait, il est important après tout rituel de jeter une grosse poignée de sel dans l'évier, dans le bac à douche ou à bain, pour éviter que les énergies restent et stagnent. Donc voilà, les énergies négatives. Donc chaque fois que vous réalisez un rituel, vous devez toujours vous remettre en question et toujours vous demander si nul n'est blessé, fais ce que tu veux. Est-ce que mon rituel va blesser quelqu'un? Est-ce qu'il va faire du mal? Dernièrement, une amie a fait son auto-initiation et lorsqu'elle a pris son bain, elle s'est posé tout simplement la question: est-ce que cet acte-là que je vais faire, ce rituel que je vais faire, est-ce que la voie que je vais entreprendre est vraiment la mienne? Et elle a entendu vaguement dans son esprit quelqu'un lui dire oui, vas-y. Voilà, c'est un signe des divinités. Moi, à mon époque, je me suis senti d'une béatitude totale. Certains, ça a été catastrophique et ça voulait tout dire, c'était pas le moment. Il y a plein de petits détails comme ça. Donc ce moment-là, c'est un moment privilégié où il faut prendre le calme, être purifié des corps et d'esprit. Chasser aussi tout ce qui est histoire, voilà, les factures à payer, les machins, ça permet vraiment de se relaxer. Lorsque vous sortez de votre bain ou de votre douche, vous ne vous séchez pas, vous laissez sécher à l'air libre et vous allez directement dans votre pièce où vous allez faire votre rituel. Et là, vous commencez votre rituel. On revient encore sur l'idée de le skyclad. En anglais, on dit skyclad, S-K-Y-C-L-A-D. Donc, ça se traduirait par vêtu du ciel ou tenue du ciel. C'est un terme pour utiliser le fait de pratiquer nu. Je conseille souvent les gens, quand ils sont en solitaire, de le faire. C'est assez intéressant puisqu'on est vraiment libre. En groupe, certains groupes le font, d'autres ne le font pas. Bon, ça c'est le choix généralement du couvent de la tradition. Mais seul, au minimum, faites-le. Vous verrez que vous allez vous sentir particulièrement libre. Cet acte permet aussi de différencier votre vie profane, moldue si vous voulez, et votre vie de sorcière ou de wiccan. Il est important de comprendre ça. Après, dans certaines traditions, vous pouvez aussi porter des robes, des capes, des tuniques. Il y en a qui préfèrent mieux ça pour se sentir plus sorcière. C'est votre choix. Mais de temps en temps, n'hésitez pas, surtout un nesba ou un sabbat, n'hésitez pas à le pratiquer. Vous verrez, vous vous sentirez vraiment libre. Donc voilà, c'est comme ça que je vais conclure ce chapitre-là des cours de Wicca. En espérant que cette vidéo vous plaise. En ce moment, c'est vrai que c'est un peu la galère sur beaucoup de points chez beaucoup de personnes. Donc, je vous conseille vraiment de vous ouvrir, de vous remettre en question et surtout de faire preuve de sagesse
de comprendre le choix des autres aussi, c'est important. Et surtout, voilà, soyez vous-même et respectez les anciens. C'est bête de dire ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important à se redire encore et encore. Des fois c'est casse-pied, parce qu'on se dit, ouais, voilà, mais c'est important. Moi je respecte mes anciens, il y a certes, voilà, une définition reste une définition et je ne vais pas aller à l'encontre de celle-ci, même si moi et le français ça fait 3, donc donc c'est vrai que j'ai du mal avec des fois les définitions. Enfin, je donne des mots à certaines choses qui ne le sont pas, et c'est vrai que je suis tout le temps en tort à cause de cela. Donc voilà, donc c'était voilà, cette petite vidéo était vraiment une introduction. La prochaine que je vais faire, ça parlera des 8 voies qui mènent au centre, donc le symbole le plus connu. Je vais donc faire voie par voie, expliquer ce que j'en pense et les techniques qu'on peut utiliser. Et donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée selon quand vous lisez vous voyez cette vidéo, et en espérant que celle-ci vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, commentaires, Facebook, mail, peu importe. Je suis à vous et je serai à vous. À bientôt.